Bonjour, donc à nouveau sur les espaces pré-hilbertiens, donc aussi en l'occurrence les espaces euclidiens, et on va se pencher aujourd'hui sur ce qu'on appelle le projeté orthogonal. Alors voilà donc l'énoncé de l'exercice. Dans R4 minu 2, son produit scalaire canonique, on considère l'ensemble F défini par F est égal à l'ensemble des quadruplés x, y, z, t qui appartient à R carré, qui vérifie ces deux conditions-là. Donc on doit démontrer premièrement que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel de R4 et on va en déterminer une base. Ensuite, on cherche le projeté orthogonal de ce vecteur-là sur F. Alors, très bien. Donc, un ensemble, pour qu'il soit un sous-espace d'un espace vectoriel, il faut qu'il soit stable. Alors, il faut qu'il soit non vide, premièrement, et ensuite, il faut qu'il soit stable par toute combinaison linéaire constituée de deux vecteurs. Eh bien, cela veut dire quoi? Pour la première question, je vais prendre par exemple grand X qui est égal à x, y, z, t. Je vais prendre aussi donc x' qui est égal à x', y', z', t' qui appartiennent à f. Et donc il faut que je démontre que toute combinaison linéaire composée de ces deux vecteurs-là reste encore dans f. Alors, le premier point que j'avais ignoré, c'est le fait de démontrer que f est non vide. Donc, on peut le voir facilement. Donc, alors, je constate que 0, 0, 0, le vecteur nul, il est bien dans f, puisque lorsque je remplace x par 0, y par 0, z par 0, je vais obtenir un 0. Et là, pareil, x par 0, y par 0, z par 0, ça va faire 0 ici. Donc, ça, il appartient bien à f, et ça permet de dire que f est non vide. Ça, c'est le premier point. Donc, deuxième point, j'ai pris deux vecteurs ici. Je vais prendre ici alpha, bêta, qui appartiennent à R. Donc là, je considère que R4 est un espace vectoriel sur le corps de base qui est R. Donc, je prends deux scalaires, alpha et bêta. Donc, il s'agit de démontrer que alpha x plus bêta x' appartiennent à F. Donc, c'est ça ce qu'il faut démontrer. Donc, pour cela, on va voir pour ce vecteur-là, il faut qu'il vérifie ces deux conditions. Donc, alors, premièrement, eh bien, j'ai alpha x plus bêta x'. Alors là, je vais écrire en colonne ici, donc les coordonnées ici. Eh bien, ça va faire alors alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', alpha z plus bêta z', et alpha t plus bêta t'. Donc pour faire ça, c'est très simple. Il faut juste multiplier alpha par x, y, z, t et bêta par x', y', z', t'. Et après, donc additionner, bien sûr, la première coordonnée, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc j'ai bien ça. Et bien pour vérifier que ça, ce vecteur-là, il est dans f, il faut qu'il vérifie cette condition-là. C'est-à-dire, la première plus la deuxième plus la troisième, il faut que ça fasse 0. Et ensuite, la première plus la deuxième plus 2 fois la troisième moins la quatrième, il faut que ça fasse 0 aussi. Donc cela veut dire, alors, en faisant ça plus ça plus ça, je vois déjà, je peux faire donc le travail directement. Je peux directement factoriser par alpha. Donc je vais avoir alpha x plus y plus bêta. Là, je factorise par bêta pour avoir x', y' et z'. Et là, le travail est fini puisque j'ai donc le grand X qui est dans F. Cela veut dire que cette partie, cela veut dire que cette partie-là égale à 0. Et pareil, j'ai le X' qui est dans F, ça veut dire que ça fait 0. Alpha fois 0, ça fait 0. Bêta fois 0, ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 0. Alors attention, donc le 0 de R ici. Très bien, et donc à partir de cet instant-là, on a vérifié la première condition. La deuxième, elle s'obtient de la même façon, donc je vais aller un peu plus vite. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir de la même façon alpha x plus y plus 2z moins t plus bêta x' plus y' plus 2z' moins t'. Et là, pareil, donc le fait que x est dans f, cela veut dire que ça fait 0. Donc ça veut dire que cette partie-là égale à 0. Et là, pareil, ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 0. Et donc, automatiquement, ça permet de dire que f est un
sous espace vectoriel de R4. Voilà. Alors, par contre, donc là, c'est la méthode classique, mais on pouvait le voir d'une autre façon. Donc, l'autre façon, alors la deuxième façon, si vous voulez, pour voir que c'est un sous-espace vectoriel, eh bien, le fait d'avoir x plus y plus t égale à 0, et ça, donc, il faut le connaître, et ça, c'est donc, c'est un hyperplan. Donc, ça, c'est un hyperplan, et c'est un hyperplan. Donc, ça va être l'intersection de, alors, un hyperplan, donc, c'est un espace vectoriel ici, ça va être de dimension 4 moins 1, donc, ça va faire 3. Et donc là aussi pareil, l'intersection d'un hyperplan c'est un sous-espace vectoriel et l'intersection de deux sous-espaces vectoriels reste encore un sous-espace vectoriel. Donc je peux le voir ici par exemple f, ça va faire alors l'ensemble de x, y, z, t qui appartient à R4, et bien tel que x plus y plus z égale à 0, inter, puisque donc il faut les deux conditions, donc on a ici, inter, ben pareil, x, y, z, t qui appartient à R4 avec la deuxième condition qui est x plus y plus 2z moins t égale à 0. Voilà, comme je viens de dire, donc là je peux l'appeler F1 ici, donc c'est un hyperplan, hein, parce que ça c'est l'équation d'un hyperplan, et là pareil c'est l'équation d'un hyperplan. Donc l'intersection, alors qui est un sous-espace vectoriel, donc là c'est F1 sous-espace vectoriel, F2 c'est un sous-espace vectoriel, et l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Voilà. Alors maintenant reste la deuxième partie de la question, c'est de chercher une base. Allez, on y va. Pour avoir une base, eh bien je vais prendre donc un élément X comme celui-là qui appartient à F, et je vais voir un petit peu comment je peux trouver une partie génératrice. Hein, donc, et après, à partir de la partie génératrice, donc je peux extraire, ou bien en extraire une base. Très bien. Donc, je prends ça qui appartient à F. Ben, le fait qu'elle appartient à F, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que x plus y plus z égale à 0, pardon, plus t égale à 0, et cela veut dire aussi que x plus y plus 2z moins t égale à 0. Hein, ça veut dire deux choses. Et donc on va voir comment on peut résoudre ça. Eh bien ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que x plus y est égal à t. Et c'est là, je vais faire pareil. Donc x plus y est égal à, alors, moins 2z plus t. Et donc à partir de là, ben, on peut dire que t égale à moins 2z plus t, puisque x plus y ici. Donc ça permet de dire que t égale à moins 2z plus t. Et donc en faisant passer, alors j'ai fait peut-être une petite erreur ici, donc c'est là, moins 1 et moins. Et bien qu'est-ce que je fais là? Et bien le moins t je le fais passer par là, et le moins 2z on les passe par là pour avoir, et donc je vais avoir moins t qui va devenir t, et moins 2z qui va devenir 2z ici, qui va faire 2t. Donc après la simplification par 2, j'obtiens z égale à t. Voilà, et à partir de cet instant-là, ben, je peux avoir donc mon x qui est là, et bien je vais l'écrire en ligne, en colonne, x, y, z, t. Et bien je peux laisser x à sa place, le y à sa place. Eh bien, le z, c'est la même chose que t. Donc, alors, le t, c'est quoi? C'est moins x. Alors, le z égale à t. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Et là, le t, ici, donc à partir de là, je peux dire que t égale à moins x moins y. Donc, le z, c'est la même chose que t, qui va faire moins x moins y. Et là aussi, moins x moins y. Voilà. Après, donc j'ai éliminé, si vous voulez, donc deux inconnus, donc il va m'en rester deux. Et là, ça va me permettre peut-être d'avoir deux vecteurs ici. Eh bien, alors là, ça va faire, donc je vais mettre là où il y a le x, donc je vais mettre x ici. Là, il n'y a pas de x, donc je peux mettre y. Et là, moins x, plus
Et là, donc le 0, puisque le x il est déjà là. Le y qui manquait, donc je vais le rajouter. Il manque aussi moins y, et là, moins y. Voilà, donc ça plus ça, ça fait ça, ça plus ça, ça fait ça. Donc là, j'ai mis que des x pour que ce soit un paramètre, là que des y. Eh bien, je vais mettre x en facteur ici. Hein, donc je vais mettre x en facteur pour avoir 1 et 1. Je vais mettre ici y en facteur pour avoir ici 1. Et là, c'est 1. Et là encore, c'est 1. Donc, de cette façon-là, ça veut dire que chaque vecteur dans f, il va être une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Cela veut dire quoi? Alors, ce vecteur-là, je vais l'appeler, donc U1, et celui-là, je vais l'appeler U2, qui veut dire que f, il est engendré par U1, U2. Alors maintenant, cette partie-là, c'est une partie génératrice. Alors, à partir de cette partie-là, je peux en extraire une base. Alors, la première des questions à se poser, est-ce que c'est une partie qui est aussi libre? Donc, si on arrive à démontrer qu'il est libre, eh bien, puisqu'il est à la fois génératrice et libre, donc c'est une base, et on aurait répondu à la question. Alors, pour savoir, puisqu'on n'a que deux vecteurs ici, est-ce que c'est une partie libre ou pas? Ben, il faut juste savoir, est-ce que les deux vecteurs sont collinaires? Pour que deux vecteurs soient collinaires, il faut que les coordonnées soient proportionnelles. Est-ce que là, il y a une proportionnalité entre 1, 0, moins 1, moins 1, 0, 1, moins 1, moins 1? Ben non, puisque pour passer de moins 1 à moins 1, on a fait une multiplication par 1. Eh bien, si je fais donc 0 fois 1, ça ne va jamais donner 1. Et si je multiplie aussi 1 par 1, ben ça ne va jamais donner 0, ça fait 2. Donc, ce qui fait que les deux vecteurs ne sont pas collinaires, et donc, ça forme une partie libre. Et donc, du coup, eh bien, une base, ben, ça va être, je vais la mettre ici, donc la base, ça va être U1, U2, en quelque sorte. Donc, ça va être 1, 0, moins 1, moins 1. Puis après, le deuxième, 0, 1, moins 1, moins 1. Donc là, c'est la base. Donc là, ça répond à la deuxième question. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. On doit chercher maintenant le projeté orthogonal. Alors, pour le projeté orthogonal, je vais vous faire un rappel, puisque c'est la première fois que je vous en parle. Donc, un petit rappel. Alors, pour comprendre ce projeté orthogonal, eh bien, il n'y a pas mieux que de travailler dans R2, où on peut voir les choses comme ça, donc concrètement. Allez, on y va. Donc, je vais prendre dans R2, qui est le plan, et je vais prendre un vecteur comme ça, hein, un vecteur U. Alors, je vais l'appeler U1, hein, par exemple. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais prendre f par exemple, c'est vect, alors U1 ici, je vais le prendre différent de 0, donc différent du vecteur nul, si vous voulez. Vect de U1. Et je dois chercher comment j'obtiens le projeté orthogonal d'un vecteur sur cet espace-là. Hein, d'accord? Donc, si je prends un vecteur comme ça, un U, comment j'obtiens le projeté orthogonal de ce vecteur-là sur l'espace engendré par U1. Eh bien, premièrement, puisque on est dans les vecteurs, ce vecteur-là, ben, je peux le ramener pour avoir la même origine ici. Hein. Donc le U, c'est la même chose que là. Je suppose que c'est un peu pareil. Alors, je vais le mettre un peu plus grand. Comme ça, on peut mieux voir la figure. Et donc là, je vais l'appeler U. Voilà. U. C'est un peu la même chose. Donc, pour avoir le projeté orthogonal, eh bien, je prends ici ça, et bien, je projette orthogonalement. Ça veut dire, je mets donc la perpendiculaire, et pour avoir ce vecteur-là, ici, que je vais appeler par exemple, alors, ce vecteur-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal sur F de vecteur U. Donc, c'est celui-là. Eh bien, on va voir comment l'exprimer en fonction de
U1. Hein, d'accord? Alors, premièrement, donc, si on suit un peu la méthode qui va suivre par la suite, alors, le mieux d'abord, c'est de prendre un vecteur unitaire sur cet espace-là. Donc, le vecteur U1 n'est pas forcément unitaire, et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre U1, je vais donc le normaliser, c'est-à-dire, je vais prendre U1 divisé par sa norme. Donc, 1 sur la norme de U1 fois U1. Donc, de cette façon-là, eh bien, j'ai U1, il est de norme 1. Hein, donc, c'est comme ça qu'on fait dans la méthode générale pour normaliser un vecteur. Il suffit juste de le diviser par sa norme. Et donc, le projeté orthogonal ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour ce projeté orthogonal? Eh bien, pour l'avoir, alors, il est déjà donc collinéaire avec U1. Donc, ça veut dire que PF de U, ça va être égal à un certain alpha, d'accord? Eh bien, alpha fois U1, ou bien, pardon, fois E1, si vous voulez. Hein? Donc, PF de U fois ça. Et donc, si j'arrive à trouver combien ça fait alpha, j'aurai gagné. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Puisque E1 est les deux normes 1, eh bien, je vais faire, donc, PF, je vais juste à faire le produit scalaire par E1. Donc, je fais le produit scalaire des deux. Ça va faire ici, donc, alpha E1, E1. Et comme donc c'est un produit scalaire, donc on a une linéarité par rapport à la première variable, eh bien, je vais avoir alpha E1, E1. Or, par définition, donc E1, E1, ça fait 1, donc, parce que c'est un vecteur unitaire ici. Donc là, ça va faire alpha. Donc mon alpha ici que j'ai là, ce n'est que le produit scalaire PF de U fois U. Mais PF de U fois U, alors on va voir que ça va faire la même chose que U de E1. Alors, on va le voir. Donc, voilà, donc d'une part, eh bien, on a ça. Et bien, d'autre part, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Moi, je vais U, E1, il va faire. Alors, le U, bah, puisque donc on a le U ici que j'ai là, eh bien, c'est ce vecteur-là plus celui-là. Hein? Donc, ce vecteur-là, donc c'est PF de U, et bien plus ce vecteur-là, bah, c'est tout simplement, bah, c'est U moins celui-là. Donc c'est U moins PF de U. Donc celui-là, c'est PF de U moins, pardon, U moins PF de U. Donc c'est ce vecteur-là. Et bien donc on va faire ça fois ça. Donc je vais avoir PF de U E1 plus, donc maintenant ce vecteur-là et celui-là, eh ben, U moins PF de U avec le E1 ici qu'on a normalisé ici, donc le E1 ça va être quelque part ici, ce sont deux vecteurs qui sont orthogonaux. Donc s'ils sont orthogonaux, ben, ça va faire 0 le produit scalaire. Donc plus 0, et comme celui-là, on avait dit que ça faisait alpha, bon, donc là ça fait alpha. Donc mon alpha ici, en fonction de U, ben, ce n'est que le produit scalaire de U fois E1. Donc, du coup ici, eh bien, tout simplement pour avoir mon projeté orthogonal, eh bien, on avait dit que ça faisait alpha E1. Or, alpha, on avait dit que c'était U scalaire E1 fois E1. Et donc, voilà comment on obtient le projeté orthogonal. Et bien là, c'est quelque chose que l'on voit ici. Mais dans le cas général, on n'a pas, donc là, juste, j'ai un espace vectoriel de dimension 1, mais dans le cas général, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si j'ai par exemple E1 jusqu'à ER, une base orthonormée de F, d'accord? Et que, bien sûr, mon espace E est égal à F plus F orthogonal. Et donc, pour avoir mon projeté, alors ça veut dire que chaque x ici, je peux l'avoir sous la forme de xf plus un autre xf orthogonal. Et donc, par définition, le xf qui est le projeté orthogonal de x sur f, on l'obtient de la façon suivante. Donc, on fait x, bien pf de x
Alors attention ici, il faut que la base soit orthonormale, sinon c'est plus le cas. Eh bien, si tout simplement, ça va faire alors, donc c'est x E1 plus x E2 plus etc. x R. Et donc, ça, puisque c'est un élément de f, pour l'écrire dans la base E1 jusqu'à ER, eh bien, les éléments, en fait, les coefficients sont x E1, le produit scalaire x E1, x E2, etc. Et donc, c'est ça ce qu'on va utiliser par la suite, là. Donc, dans un premier temps, donc, il faut chercher une base orthonormée, et ensuite, ben, on va appliquer cette formule-là. Alors, pour avoir une base orthonormée, puisqu'on a déjà une base ici, qui est celle-là, elle n'est pas forcément orthonormée, puisque, alors, le produit scalaire, déjà, donc ça, 0, 0, et là, ça va faire 1 plus 1, ça fait 2, donc les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc la base n'est pas orthogonale. Et bien, on va chercher une base orthogonale à partir, bien sûr, du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Et à partir de cet instant-là, du moment où on obtient la base, eh bien, on va appliquer cette formule-là pour avoir le projeté orthogonal. Donc, le travail consiste maintenant à chercher une base orthonormée avec, bien sûr, le procédé de Schmidt. Allez, on y va. Donc, alors, le premier vecteur, on avait dit que c'était U1. Alors, la procédée, donc, pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, donc vous pouvez les consulter pour savoir comment on orthonormalise une base à partir donc, de la méthode de Gram-Schmidt. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai le premier vecteur qui est là, le deuxième qui est là. Ben, premièrement, je vais prendre mon V1 égale à U1. Alors, donc, je dois le normaliser. Alors, pour le normaliser, donc, il suffit juste de calculer le produit scalaire U1, U2. Donc, je vais calculer le produit scalaire U1, U1, qui va faire. Alors, ce produit scalaire-là, il va faire quoi? Et bien, donc, ce vecteur-là au carré, pardon, cette valeur-là au carré, plus celle-là au carré, donc ça va faire, c'est la racine carrée donc, de 1 au carré, plus 0 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 1 au carré. Et donc là, ça va faire racine carrée de 3. Et donc, alors, justement ici, donc le V1, donc il n'est pas normal, ben on va le normaliser. Donc je vais prendre E1 qui est égal à 1 sur racine carrée de 3, et bien U1 qui est ce vecteur-là. 1, 0, moins 1, moins 1. Voilà mon premier vecteur de la base que je vais construire et qui va être orthonormal. Donc maintenant, il faut qu'on cherche le deuxième vecteur avec le procédé de Gram-Schmidt. Donc pour avoir U2, bien V2 plutôt, donc V2, ben, par définition, c'est U2. Après, j'enlève le défaut d'orthogonalité par rapport à V1. Donc ça va faire U2 V1 sur V1 appliqué à V1. J'ai pas d'autre vecteur, hein, donc j'ai que ça à faire. Or, donc déjà V1 est déjà fait ici. V1 c'est la même chose que U1, donc on l'a déjà. Qui va faire racine carrée de 3. Ben, il suffit maintenant de calculer U2 V1. Donc U2 V1, alors U2 V1 égale. Donc U2, eh bien, ça va faire 0, 1, moins 1, moins 1. Ensuite, c'est 1, 0, V1, oui. Donc V1, c'était bien, ben, c'est le même. Voilà. Donc 0, moins 1, moins 1. Et donc pour avoir ce produit scalaire, et bon, puisqu'on est donc dans un produit scalaire canonique, ben, je vais faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Donc 0 fois 1, 0, 1 fois 0, ça fait 0, et là, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 2. Donc là, ça fait 2. Et bien, donc je peux avoir maintenant mon deuxième vecteur V2. Alors, mon V2, il va faire alors, donc U2, alors U2, ben, c'est toujours donc 0, 1, moins 1, moins 1, moins, alors, ça, on avait dit que ça fait 2,
sur alors, la norme au carré, donc ici bah, ça va faire 3, donc le produit scalaire U1 qui est égal à V1, bah, ça va faire 3. Et ensuite, fois V1, et donc le V1, bah, c'est toujours C1, 0, moins 1, moins 1. Et donc, on a bien ça, et bien on va faire les calculs maintenant. C'est vrai, c'est un peu calculatoire. Et bien j'ai 0, alors moins 2 tiers. Moins 2 tiers pour la première valeur. Ensuite, donc, 2 tiers fois 0, bah, ça fait 0. Et donc, je vais avoir 1. Pour la troisième, donc, je vais avoir moins 1 plus 2 tiers. Moins fois moins, ça fait plus. Plus 2 tiers, moins 1, donc ça fait moins 1 tiers. Et le même calcul pour la troisième coordonnée. Donc, mon V2, c'est bien ça. Alors, pour avoir mon E2, pour former ma base orthonormée, on va juste normaliser ce vecteur-là. Donc, pour le normaliser, ben, on va calculer sa norme. Donc, la norme de V2 est égale à la racine carrée donc, de cette quantité au carré, donc moins 2 tiers au carré, plus 1 au carré, plus, alors, moins 1 tiers au carré, plus moins 1 tiers au carré. Donc, comme je viens de le dire, c'est un peu calculatoire. Mais il faut connaître un peu la méthode aussi. Et bien là, ça va faire alors... Là, donc ça va faire 4 neuvièmes, plus 1, plus 1 neuvième, plus 1 neuvième. Et donc, pour avoir le même dénominateur, ben, on a juste à faire 9 sur 9. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que je vais avoir là? Eh bien, on va voir tout simplement ben, 4 sur 9. Alors, 4 plus 9, ça va faire 13, plus 1, ben, ça va faire 15. 15 sur 9. Et 15 sur 9, eh bien, ça fait racine carrée. Alors, bon, je divise par 3 si vous voulez. Donc, ça fait racine carrée de 5 sur 3. Voilà. Et à partir de cet instant-là, ben, je peux avoir mon deuxième vecteur. Eh bien, mon E2 est égal, donc 1 sur ça. Ben, ça veut dire racine carrée de 3 sur 5. Donc l'inverse, ben, juste à l'inverser à l'intérieur. Et puis après, ben, je vais avoir les mêmes coordonnées ici. Donc moins 2 tiers, 1, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Voilà, et donc ma base orthonormée est obtenue. Donc E1, E2. Alors attention ici. Voilà, donc j'ai obtenu ça. Eh bien, je vais ouvrir une parenthèse ici, alors attention. La base que j'ai prise ici, elle n'est pas unique. D'accord? Ça veut dire que je peux avoir une autre base, puisqu'il y a une infinité de bases ici, hein, on peut en prendre énormément. Donc, la base orthonormée que j'obtiens ici, c'est vrai qu'elle est unique par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, mais elle dépend de cette base-là. Donc, à chaque fois que je fixe une base, j'ai une base unique ici, une base orthonormée. Donc, si je change de base ici, je ne peux pas obtenir la même chose ici. En revanche, à la fin, pour le projeté orthogonal, pour n'importe quelle valeur que je prends ici, en fait, n'importe quel vecteur, n'importe quelle base de départ, eh bien, je vais obtenir bien sûr une base qui dépend de cette base de départ, mais le projeté orthogonal, il va être le même. Tous les calculs vont amener la même chose. Donc, voilà un petit point auquel il faut faire attention. Vous ne pouvez pas vraiment obtenir la même chose parce que cette base-là, il n'est pas unique. Alors, donc le projeté orthogonal de U sur F égale, puisque notre F il est constitué de deux éléments en fait, la base ici E1 et E2, et bien on va appliquer cette formule-là, ben, ça va faire alors U E1 E1 plus U E2 E2. Voilà, et j'ai juste à remplacer à faire les calculs, donc faisons un peu plus attention aux calculs. Et donc ici, ça va faire alors le U, donc c'est 1, 8, 1, 1. Donc 1, 8, 1, 1. Ensuite, le E1, c'est 1 sur racine carrée de 3. Et puis après, appliqué à 1, 0, moins 1, moins 1. Ensuite,
toujours 1 sur racine carrée de 3, donc E1, et bien 1, 0, moins 1, moins 1. Et bien je fais le même travail pour le deuxième. Et bien le deuxième, donc ça va être toujours U qui est 1, 8, 1, 1, 1, 8, 1, 1. Produit scalaire, le deuxième vecteur U2, donc il a racine carrée de 3 sur 5, puis appliquer un moins 2 sur 3, 1, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Je ferme et j'applique encore, bon, je n'ai plus besoin de ça. Et donc j'applique encore à racine carrée de 3 sur 5, puis après multiplié par le vecteur moins 2 sur 3, 1, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Voilà, et donc on a juste à simplifier ces calculs pour trouver notre résultat. Bon, on y va. Alors, le produit scalaire, donc il est linéaire par rapport à la première variable et par rapport à la deuxième variable. Donc là, ce 1 sur racine carrée de 3, je peux le faire sortir. Et avec ce facteur-là, il va me faire tout simplement 1 sur 3. Je vais calculer maintenant ce produit scalaire. 1 fois 1, ça fait 0. 8 fois 0, ça fait, pardon, 1 fois 1, ça fait 1. 8 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 1 fois moins 1, ça fait 0. Attends, 1 plus moins 1, ça fait 0. Et maintenant, il va nous rester 1 fois moins 1 qui va faire moins 1. Et après, donc, appliquer à ce vecteur-là qui est 1, 0, moins 1, moins 1 tiers. Pardon, moins 1. Puis après, on fait les calculs ici pour les écrire plus simples. Alors, la même chose ici, donc la racine carrée de 3 sur 5, je peux le faire sortir à l'extérieur. Là aussi, je le sors, donc ça fois ça, ça va faire tout simplement 3 sur 5. Et après, je fais le produit scalaire. Donc le produit scalaire, ça fois ça, et ça va faire moins 2 tiers. 1 fois moins 1 tiers, donc ça fait moins 1 tiers. 1 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1 tiers. Donc au total, je vais obtenir 8 fois 1, ça fait 8. Donc je vais obtenir moins 2 tiers, plus moins 2 tiers, plus moins 2 tiers, qui va faire moins 4 tiers, plus 8. Et que je vais appliquer à ce vecteur-là. Moins 2 tiers, 1. Puis après, moins 1 tiers. Et moins 1 tiers. Donc on va écrire un peu plus simple. Eh bien, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je vais tout multiplier par 3 sur 5. Eh bien, 3 sur 5 multiplié par moins 4 sur 3. Donc je vais simplifier ça avec ça. Et donc là, ça va faire, alors ici, si vous voulez, donc moins 1 tiers. Là, 0, 1 tiers, 1 tiers. Après, plus. Eh bien, on va voir ici. Donc, je vais avoir tout ça sur 5. Je multiplie 3 par moins 4 sur 3, ça va faire moins 4. Et 3 fois 8, ça va faire 24, plus 24. Mais moins 4 plus 24, ça fait 20. Et 20 sur 5, ça fait 4. Donc tout ça, ça va faire 4. Et 4 fois moins 2 tiers, 1, moins 1 tiers, et puis après, moins 1 tiers. Voilà, et donc quand je fais la multiplication ici par 4, tout simplement, je vais avoir ici un moins 8. Donc là, moins 4, et là, c'est moins 4. Et je fais la somme des deux. Donc quand je fais la somme des deux, je vais obtenir alors à la fin, eh bien, je vais obtenir la chose suivante. Donc vous allez voir, alors, moins 1 tiers plus moins 8 tiers, ça va faire moins 9 sur 3. Moins 9 tiers, et moins 9 tiers, ça fait moins 3. Donc, moins 3 pour la première coordonnée. Donc là, j'ai un 0 ici, mais là, j'ai un... donc là, j'avais oublié de multiplier par 4. Alors, ça va faire un 4 ici. Ensuite, j'ai donc 1 tiers plus moins 4 sur 3. Donc ça va faire moins 3 sur 3 et ça va faire moins 1. Et le même
calcul pour la dernière composante. Donc, ce qui veut dire que PF de U, tout simplement ça fait le vecteur de coordonnées -3, 4, -1, -1. Voilà donc comment on calcule le projeté orthogonal. Alors, je répète encore, si vous aviez choisi une autre base ici, alors vous auriez obtenu une autre base orthogonale, orthonormée ici, pas forcément la même, mais en faisant les calculs, par contre, ce projeté orthogonal, il est unique. Vous ne pouvez pas trouver d'autres points. Il n'y a que celui-là qui est le projeté orthogonal de ce vecteur-là, vu l'unicité, bien sûr, de projeté orthogonal. Voilà, donc j'arrive à la fin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, une excellente journée à tout le monde. Merci.